Bonjour. Prenez vos places, comme ça on commence. Bonjour et bienvenue. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette conférence organisée par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat, en partenariat avec le Master Psychologie clinique et Psychopathologie. Avant de commencer, je tiens vraiment à remercier Monsieur le Doyen pour son soutien constant pour les activités, pour son soutien des activités animées dans notre faculté. Je tiens aussi à remercier mes collègues, mes étudiants, et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Stéphane Bejulek, qui est professeur des universités Lille, aussi directeur de l'Association française de thérapie comportementale cognitive, directeur des enseignements. Il est aussi romancier. Je vous conseille vivement de lire ses romans. C'est très agréable à lire et c'est très psychologique aussi. Vous allez les prendre vous. Je tiens à vous remercier de fond du cœur parce que vous avez accepté notre invitation. Bienvenue. Et la conférence, comme vous l'avez vu, c'est une conférence qui s'intitule « Implémenter des idées, théories pratiques au niveau de suggestion ». Je dois dire que c'est une thématique qui suscite beaucoup de curiosité. Donc sur la façon dont les idées émergent, se transmettent, s'installent et peuvent influencer nos représentations, nos comportements et bien évidemment notre pratique clinique. Je ne vais pas en dire plus parce que je laisse la place quand même, je laisse la parole à l'expert qui va vous dire, qui va apporter son éclairage et sa réflexion. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas faire obligatoirement avec le micro, de toute façon, je pense que tout le monde m'entend. Ce sera un petit peu plus simple parce que je ne sais pas parler avec un micro. Alors d'abord, je remercie vraiment pour cette invitation, ça m'a fait chaud au cœur, je suis content d'être là. Mais je remercie surtout tous ceux qui n'ont pas été remerciés avant et qui se sont sentis oubliés parce qu'ils n'étaient pas doyens, ils n'étaient pas étudiants, ils n'étaient pas amis. Donc, les collègues. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui ne sont pas étudiants, amis, doyens, ou collègues, je les remercie. Après, je vais remercier la présence après. Ah, quand même. Oui. Bon, ben, je la remercie pas. Tant pis. Et alors, je vais juste avoir un ou deux petites choses à voir. En fait, on a cafouillé. J'ai cafouillé sur l'ordinateur pour exactement la présentation d'aujourd'hui, mais je vais m'adapter à la présentation. Et je viens vraiment vous parler d'un sujet. Alors, pour certains, vous allez vous dire, mais pourquoi? C'est parce que je viens parler de thérapie cognitive et comportementale, et que l'un des trucs importants dans les thérapies cognitives et comportementales, c'est le cognitif. Et le cognitif, c'est comment faire en sorte que des personnes avec des idées qui sont dysfonctionnelles, qui ne sont pas les bonnes, quand on les prend en thérapie, repartent avec des idées qui sont fonctionnelles. Ils repartent avec des bonnes idées. Et en gros, c'est comment peut-on manipuler les idées des gens. Et c'est une des questions où il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc je vais commencer d'abord par un petit peu de théorie, puis après j'ai complètement oublié la théorie. On parlera quand même théorie, mais j'arrêterai de balancer les noms d'auteurs. Et parmi les noms d'auteurs, il y a des expériences qui sont là et qui permettent de comprendre que en fait, nos comportements sont dus à certaines choses autour de nous. Et là, j'en cite par exemple, Maslow, qui arrive à montrer que quand on est dans un ascenseur, en fonction de la musique, on va consommer plus, on va consommer moins. En fonction de l'éclairage aussi, on va consommer plus, on va consommer moins. Donc en fait, même notre comportement qui serait normalement lié à notre faim, il n'est pas lié à notre faim. Il est lié en fait à l'ambiance et au contexte. Ça, c'est une des expériences que on connaît pas mal. Et puis, je vais vous en citer d'autres. Comment on peut réussir à influencer encore plus les gens. Il y a cette expérience assez connue à Ashworth qui arrive à montrer qu'en fait, chez les Britanniques, ils avaient quand même un panel de 200 000 sujets où ils ont envoyé, un petit peu avant de payer les impôts, ils ont envoyé 2 messages différents. Il y en a 100 000 qui ont reçu un message et 100 000 qui ont reçu un autre.
il y avait un des messages qui disait n'oubliez pas de payer vos impôts, parce que si vous ne payez pas vos impôts dans la semaine, alors vous allez devoir payer l'amende qui est liée aux impôts. Et ils avaient un autre message qui disait dans votre quartier, 80% des gens ont déjà payé leur impôt. Et c'est tout. Et en fait, c'est celui où on disait dans votre quartier, 80% des gens ont déjà payé leur impôt, qui a amené le plus de paiement d'impôts dans la journée, dans les 2 jours qui ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une comparaison sociale. Et c'est ce qu'on appelle, en psychologie, on fait pas mal d'études là-dessus, un nudge. Et en fait, c'était un des nudges de comparaison sociale qui existent. Il y a plein de nudges comme ça qu'on a pu étudier, qui existent. Il y a des nudges sur la comparaison sociale, il y a des nudges qui expliquent des comportements, mais même pas des idées, mais des comportements sur d'autres choses. Alors il y a un nudge, le nudge le plus connu là-dessus, alors je ne sais pas si au Maroc on vous embête beaucoup avec ça, parce que je me suis arrêté que dans une seule aire d'autoroute, mais en France, quasiment toutes les aires d'autoroute, si vous y avez été, vous vous êtes arrêté sur une aire d'autoroute et que vous êtes un homme, vous vous êtes demandé mais pourquoi ils collent des mouches dans les toilettes? Ils collent des petites étiquettes de mouches dans les toilettes. Tout simplement parce que les hommes sont des animaux débiles et que quand ils pissent, s'ils voient une mouche, ils pissent sur la mouche. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire autrement. Et ce qui fait qu'ils ne pissent pas à côté. Alors qu'un homme, s'il n'y a pas de mouche, pisse à côté parce que c'est la tradition. On pisse à côté des toilettes, il faut le savoir. C'est un fait. Mais un homme cherche toujours à pisser sur quelque chose. Voilà. Maintenant, je l'ai pour les femmes aussi, parce qu'il y a un autre truc qui existe exactement pareil pour les femmes, c'est qu'une femme, un homme, quand il sort dans le désert de sa voiture, va chercher un buisson, un arbre, un caillou pour pouvoir pisser dessus. Une femme, si elle est toute seule dans le désert, pour pisser, elle va vouloir se cacher. Donc elle va ouvrir les portes de sa voiture et elle va bien se moucher pour pouvoir se cacher et faire pipi, comme si quelqu'un était dans le désert à 10 000 km en train de la regarder avec des jumelles. C'est un truc. Mais c'est juste instinctif, c'est quelque chose de chez nous qui explique pourquoi on a certains comportements. Et il y a plein de nudges, comme le fait la comparaison sociale, comme je viens de vous dire, mais aussi le nudge de faire croire que vous êtes intelligent. C'est-à-dire qu'il y a des nudges qui fonctionnent, si on met à la sortie d'une pièce, éteignez la lumière en sortant, il y a très peu de gens qui éteignent la lumière. Si vous mettez une phrase du type « je n'ai pas peur du noir », en fait, les gens vont s'arrêter sur la phrase, ils vont réfléchir, au bout d'une minute, ils vont comprendre « ah, c'est la pièce qui n'a pas peur du noir, donc elle me dit d'éteindre et ils vont éteindre la lumière ». Tout ça parce qu'ils se sont plus intelligents. Ils vont dire « putain, je suis pas con, moi j'ai compris », donc ils vont le faire. Et c'est juste ça. Il y a des nudges comme ça qui conditionnent les pensées. Et il y a même plus loin. On a d'autres études encore qui montrent comment on peut. Il y a une des études les plus connues, c'est celle-là, en 1996, où en fait il fait venir des jeunes laboratoires. Et ce qu'il propose à ces jeunes, c'est de remplir des questionnaires sur des vieux. Qu'est-ce que c'est qu'être vieux? Et puis d'autres jeunes remplissent des questionnaires sur la jeunesse. Et ils mesurent la vitesse à laquelle les sujets de son expérience rentrent et sortent du laboratoire. Ils rentrent tous à la même vitesse, et tous ceux qui ont rempli des trucs sur les vieux, ils sortent plus doucement. Voilà, ils marchent moins vite quand ils sortent, parce qu'on a activé chez eux une représentation. On a activé chez eux une représentation de la vieillesse, et en activant cette représentation, en faisant ce qu'on appelle du priming, et ben en fait, ils ont donné des comportements aussi aux personnes. Et l'idée amène directement le comportement. Et puis après, il y a plein d'expériences, si ça vous intéresse, là je ne les ai pas développées, mais si vous allez voir un jour les travaux de Loftus, qui est une chercheuse américaine, elle a des tonnes et des tonnes d'expériences là-dessus qui montrent comment on peut créer des faux souvenirs chez quelqu'un, et la personne peut être persuadée de ces faux souvenirs, comment on peut influencer les choses. Alors dans ces expériences les plus connues, par exemple, elle parle d'accidents de voiture, et des fois elle dit des crashs, et des fois elle dit des accrochages. Et en fonction de ce qu'on dit crash ou accrochage, les gens ne se souviennent pas de la même chose de l'accident. Il y a plein de choses comme ça qu'elle fait. Elle arrive en trafiquant des images à faire croire aux gens qu'ils ont été à des endroits où ils n'ont jamais été et qu'ils ont vécu des événements qu'ils n'ont jamais vécu. Et il y a plein d'expériences là-dessus, c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait. Et on voit les gens avec leurs témoignages, etc. Et voilà, si ça vous intéresse, on crée des faux souvenirs sans aucun problème. Et créer un faux souvenir, c'est mettre une idée dans la tête de quelqu'un. Alors, sorti de là, on vous dit en avant-propos, le domaine, si je vous ai cité ces auteurs, il y en a des tonnes et des tonnes, en fait, il est extrêmement riche et très vaste. Et
la documentation scientifique ne va pas manquer. Mais il y a plein d'effets qui sont compris dans cette documentation. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir parler d'effet de priming. Quand on arrive à faire du priming chez quelqu'un, si par exemple, je vous dis blanc, ben d'un seul coup, vous allez vous penser à blanc. Donc ça va vous faire penser à d'autres choses, comme la neige, le lait, d'autres choses comme ça. Parce que c'est la couleur blanche qui a été évoquée. Et si j'insiste sur le blanc, 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 et que d'un seul coup je vous demande mais qu'est-ce que boit une vache, vous allez avoir tendance à dire du lait. Alors que si j'avais dit bleu, 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 vous auriez dit directement de l'eau, et vous ne seriez pas trompé. Mais ce priming existe, il existe sous plein de formes, on arrive à montrer, on a fait plein d'expériences sur ces priming, j'ai un collègue qui fait ça, mais c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire qui est à l'intérieur, et tous les encodages quasiment inconscients qui peuvent arriver. Et il y a plein d'expériences qui vont montrer, par exemple, sur ce qu'on appelle le conditionnement évaluatif, que vous pouvez, si je vais vous expliquer un petit peu, et on utilise beaucoup ça aussi dans le labo, vous pouvez présenter deux photos de deux personnes et demander aux gens qu'est-ce que vous pensez des deux personnes. Et ils vont penser quelque chose de neutre. Il y a Paul, il y a Pierre, qu'est-ce que vous pensez de Paul ou Pierre? C'est neutre. Je ne pense rien, je ne les connais pas. Et puis vous allez juste rajouter une information. Vous allez juste donner exactement la même description. Paul, je ne sais pas, il est fonctionnaire à tel endroit, Pierre aussi, ils ont exactement le même métier, le même âge, tout. Et on va dire que Paul possède un pitbull. Et on va dire que Pierre possède un Shar Pei. C'est quasiment les mêmes chiens, mais ils n'ont pas la même représentation. Le pitbull a une représentation de chien qui peut tuer. Le Shar Pei, c'est un ours. Mais ils sont issus, ils ont exactement la même tête, c'est quasiment les mêmes choses. Mais le Shar Pei, c'est un ours, et l'autre, c'est un animal de classe 1, normalement, c'est une arme, c'est considéré comme une arme. Et bien l'air de rien, quand juste après vous demandez qu'est-ce que vous pensez de Paul, qu'est-ce que vous pensez de Pierre, ou Jean, celui qui a le pitbull, vous allez commencer à mettre spontanément une personne dangereuse. C'est quelqu'un qui n'est pas obligatoirement bon. Alors que de l'autre côté, avec le Shar Pei, vous allez commencer à dire c'est quelqu'un de bien. Je l'aime bien, il a une bonne image, il a une bonne mouille. Alors que c'est juste le chien qui change. Et le pire de tout, c'est qu'il y avait Jean. On avait demandé aussi c'était l'autre. Et on va juste dire, la seule information qu'on va donner, c'est Jean, c'est l'ami de Pierre ou c'est l'ami de Paul. Au départ, il était neutre. Si c'est l'ami de Pierre, d'un seul coup, comme il y avait le pitbull, Jean devient aussi quelqu'un de dangereux. Si c'est l'ami de Paul, il devient quelqu'un de bien. Et c'est juste du conditionnement évaluatif. Comment on arrive avec ces techniques-là à faire en sorte qu'on a déjà des opinions sur quelqu'un, alors qu'en fait, on a donné une information qui n'a rien à voir avec la personne, et elle va rester. Donc avec ça, on arrive à changer aussi toutes les pensées que quelqu'un peut avoir. Et puis, il y a bien sûr les effets placebo, vous connaissez, on va revenir sur les effets placebo, et surtout les effets de la suggestion. Mais je parlerai beaucoup plus de la suggestion avant. Et il y a des techniques, alors là c'est plus des techniques en thérapie cognitive et comportementale, qui s'inspirent de tout ça. Il y a plein de travaux dessus si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle le rescripting. C'est en fait, vous avez un souvenir qui vous dérange, on vous apprend à réécrire le souvenir. On change un tout petit peu, juste un tout petit peu, et on fait ça beaucoup pour les stress post-traumatiques. On apprend à raconter autre chose. C'est-à-dire que si on vous emmène, si par exemple vous avez eu un accident de voiture, de circulation, et que vous avez un trauma à cause de ça, vous faites des cauchemars, que souvent les images vous reviennent, on vous fait de nouveau raconter l'accident qui est sorti de votre mémoire, et puis d'un seul coup, on raconte l'accident et on vous dit et Babar, il était où? Vous avez dit, mais Babar, c'est un éléphant, ça. Oui, mais il était où? Et d'un seul coup, dans votre souvenir, on vient d'être Babar. Vous savez que Babar n'était pas là, c'est pas possible, c'est un personnage de dessin animé. Mais on a commencé à mettre Babar à l'intérieur. Et tout qu'on fait, on se rend compte que quand on fait ça, le poids émotionnel de votre souvenir, il vient de baisser d'un coup. Parce que vous ne pouvez plus évoquer le souvenir sans vous souvenir de Babar. Et que ça fait baisser le poids. Et qu'avec des choses comme ça, on arrive à faire en sorte que les stress post-traumatiques puissent guérir. Parce qu'on va faire du prescription. Alors on ne va pas obligatoirement mettre Babar, des fois c'est d'autres choses, et c'est un petit peu plus long que ce que je viens de raconter, mais le principe est là. On modifie un petit peu le souvenir en mettant une information fausse, dont tout le monde sait qu'elle est fausse, mais elle est acceptée quand même si on sait qu'elle est fausse. On va avoir des choses comme ça. Et des techniques pour pouvoir faire ce dont je parle, ce qui est drôle en fait, on a plein, il y a vraiment pléthore de manipulations expérimentales
qui permet de montrer ça. Et en plus, on peut le mesurer très facilement parce que ça peut dépendre de choix. Par exemple, il y a plein d'expériences qui sont basées sur le choix de boire, enfin j'ai un exemple, de boisson chaude ou de boisson froide en fonction du planning qu'on a fait. Est-ce que quand on va terminer l'expérience, on propose aux gens de boire quelque chose et on va voir s'ils prennent du froid ou du chaud, parce qu'on leur a parlé de chaud ou de froid, ou on a fait une expérience sur autre chose. Mais peu importe, il y a ce qu'on appelle les planning tasks, où on peut faire des mesures de temps de réaction. Effectivement, si j'ai évoqué le blanc chez vous, et que je vous demande de donner un objet blanc ou un truc comme ça, vous irez beaucoup plus vite que si j'ai évoqué le bleu, ou si j'ai évoqué le noir. Et on se rend compte que ça fonctionne en effet de timing. Plus on évoque une représentation, plus les autres représentations qui peuvent être associées sont évoquées très vite. Et en fait, quand on mesure les temps de réaction, ou même quand on mesure en fait, l'activité même du cerveau, des choses comme ça, on s'en aperçoit très bien. Et dans l'activité du cerveau, vous avez les IRM fonctionnels qui vont montrer que ce pas les mêmes zones qui sont activées. Quand on fait des manipulations comme ça, il y a des zones différentes. Et puis il y a plein d'autres choses pour mesurer, modifier. Alors je ne vais pas insister ici pour ce que c'est. La réponse électroverbale, donc des trucs complètement physiologiques qui changent. On a le rythme respiratoire qui peut changer, le logique qui peut changer. Et on a plein de mesures possibles pour étudier tous ces phénomènes. Et d'un autre côté, j'allais dire, il y a quand même une chose importante là-dedans, c'est que ces phénomènes sont étudiés énormément en psycho, mais ils sont étudiés aussi énormément en publicité. Parce que la publicité, c'est bien le domaine qui veut, à part les TCC peut-être, mais le domaine qui veut le plus. Bon, il y aurait la politique aussi peut-être, mais on ne va pas trop parler de politique. Mais le domaine, non, je suis français, on ne peut pas parler de politique, mais en ce moment, ce qui se passe, je veux dire, j'ai aucune crédibilité à parler de politique. Il y a des cons qui vont être remplacés par des cons. Et c'est nous qui les choisissons. Voilà, super. Mais donc, la publicité étudie énormément ces phénomènes. Alors, en plus qu'elle étudie ces phénomènes, alors ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais ceux que j'ai vus en TCC, là, eux, ils savent de qui je parle. Ils étudient énormément ces phénomènes parce que Watson, en fait, le père du behaviorisme, donc de l'étude des comportements, comme il n'a jamais eu le droit d'être prof dans une fac, à la fin, il s'est barré et il a ouvert la première agence de communication aux États-Unis. La première agence de publicité, il a continué les études là-dedans. Donc, il aura apporté plein de choses qui venaient de la psychologie et il continue. Et les grands trucs de la publicité, vous les connaissez, ce qui permet de manipuler les idées, c'est l'exposition passive et la répétition massive. C'est un des plus hauts trucs. Plus on vous mettra de panneaux publicitaires d'un produit, plus le produit va rentrer dans votre tête. Sans même que vous puissiez, vous ne pouvez pas le contrôler, mais il rentrera dans votre tête. Et vous saurez qu'il existe. Plus on va vous répéter un slogan, plus le slogan va rentrer dans votre tête. Et vous ne pouvez rien faire, vous pouvez lui dire non, je ne veux pas, mais pourtant, ça sera comme ça. Et vous aurez quand même des slogans en tête. L'air de rien sur plein de choses, vous les avez en tête et vous avez des effets de panique. Si je dis Blanche-Neige, vous venez de penser au secte. Vous n'avez pas fait exprès, c'est juste comme ça. Parce que tout le temps dans votre vie, on vous a associé Blanche-Neige et les sept nains. Voilà. Si ça avait été autre chose, ce serait autre chose. Là, c'est Blanche-Neige et les sept nains. Donc, même si vous ne voulez pas, quoi qu'il arrive, vous allez activer ça. Et c'est un truc publicitaire hyper connu comme l'autre, l'association émotionnelle. Le fait d'associer un produit à quelque chose d'agréable va faire que le produit va être plus vendu. C'est un petit peu le conditionnement évaluatif dont je vous parlais avant. Le produit, plutôt que ce soit Pierre-Jean que j'associe à un charpé pour qu'il soit agréable, je peux l'associer à autre chose. Tant et si bien que, alors vous n'en avez pas trop, mais comme je suppose que vous faites l'erreur de regarder la télévision française de temps en temps, Netflix, on va regarder la télévision française, c'est mieux. Mais vous avez Evian, c'est de l'eau. C'est de l'eau, comme vous avez l'eau, tout le monde a de l'eau. Mais tout ce qu'il y a, c'est que comme Evian, et avant c'était de l'eau, c'était comme de l'eau, Evian a trouvé des super créneaux. D'un seul coup, ça a été associé à des bébés. Et des bébés qui dansent, des bébés qui font des conneries, et dans toutes les publicités on a ça. Evian est devenu l'eau préférée. Celle qui est le plus vendue, avec la cristalline, mais c'est Evian qui vient en premier. Parce qu'ils ont eu un truc publicitaire énorme de l'associer à des bébés. Jusque-là, ça ne marchait pas quand ils l'ont associé à des bébés d'un seul coup. Enfin, Evian fonctionnait, mais ce n'était pas le truc. Alors que quand on a associé Volvic aux Alpes et au Massif central, le fait que ça passe à travers les montagnes,
Bon, ben, c'est bien, c'est une montagne. Je veux dire, ça n'évoque pas chez nous non plus le truc énormément émotionnel. C'est du plaisir, mais c'est pas émotionnel. Évian, avec les bébés qui bougent et qui parlent, et qui dansent, et qui font des trucs comme ça, bah, ça a été super émotionnel. Et comme ça a été super émotionnel, bah, ça fonctionne. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est aussi le conditionnement évaluatif. Et le truc de faire une association émotionnelle va énormément fonctionner. On utilise aussi des symboles, comme ça peut être des couleurs, des sons, des formes. De toute façon, dès que quelque chose n'est pas bien, vous savez qu'il est en rouge. Voilà, et vous êtes tous assis là sur des fauteuils, très bien. Ça. Mais on va plutôt le mettre en rouge, quand quelque chose est bien, on va plutôt le mettre en vert. Voilà, et on a tous quelque chose comme ça qui nous évoque, en fonction des couleurs, ça nous évoque des choses, en fonction de la forme, ça nous évoque des choses, parce que ça a pris des significations par un autre conditionnement. Et par autre chose, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais là, en conditionnement secondaire, on a utilisé des symboles. Et vous savez que certains symboles vont être importants pour favoriser un produit ou un autre. Et puis, l'un des grands trucs aussi, et ça j'y reviendrai, c'est les publicitaires sont très forts pour créer en fait des manques. Et ça aussi, pour manipuler les idées, il n'y a rien de tel que de créer des manques et créer des problèmes chez les gens. Parce que vous ne vous en rendez pas compte. Mais votre gros problème, c'est que vous ne savez pas vous garer. Donc, si on vous vend la voiture qui sait se garer toute seule, là, votre problème est réglé. Et pourtant, au départ, vous ne saviez pas. Mais on vous l'a dit. Et comme on vous le dit, ça doit être vrai. Et on va créer des manques, on va créer des problèmes, on va dire, bah oui, c'est trop difficile de tenir toute une journée comme ça au soleil. Et bien, achetez un climatiseur. Voilà. Alors que si ça se trouve, vous étiez tranquille à votre terrasse, il y avait de l'ombre et vous étiez bien. Mais on va créer des manques et on va commencer à dire vous avez un problème. Vous avez un problème parce que vous ne possédez pas votre produit. Et si vous possédez votre produit, alors le problème s'en va. Et ça, c'est un bon truc. Et puis, il y a toujours le storytelling, c'est-à-dire raconter une belle histoire. Quoi qu'il arrive, plus l'histoire est belle, plus ça se passe bien, plus il y a de la bonne musique avec, et plus on va y arriver. Et en fait, il y a un gros truc de publicité, puisqu'on va garder après le convaincre les gens, c'est que, en gros, il ne faut pas décrire les choses. En fait, on ne décrit pas les produits. Par le temps, on les associe à quelque chose. Mais on ne décrit pas le produit. Il n'y a pas de publicité qui dit à l'intérieur de ce produit, n'oubliez pas qu'il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des produits chimiques, il y a des trucs comme ça. Donc on vous dit, ça vous permettra de passer un bon moment. Et c'est un bon shampoing pour vos cheveux. Mais on ne vous dira pas, si vous l'utilisez trop, vous risquez d'avoir le cancer. Ça c'est un peu, on ne vous dira pas trop. Mais on raconte une histoire. Et on raconte tout un truc. Et le fait de raconter une histoire, c'est très bien. Et on ne va pas décrire, en fait, réellement les choses. On va se rendre compte que par la suite, c'est important. Donc, et l'idée, c'est de ne pas décrire, mais de faire vivre une expérience. Et d'avoir une expérience à faire vivre. Donc, en gros, c'est d'implémenter l'idée. De faire en sorte qu'on ressorte, les publicitaires font ça, avec l'idée de nouveau thème. Voilà. Et la publicité, c'est. Il y a notre mère, la Ciseaux. Et en gros, je pourrais dire, en reprenant ce que je viens de dire, vous en avez marre. Alors là, ça s'adresse au psy, je suis désolé. Tous les autres, tant pis pour vous. Mais c'est là où il y a un petit truc aussi. La fin, ce ne sera pas le bon truc, mais c'est pas grave. Mais je pourrais bien commencer à vous raconter une histoire en disant que vous en avez marre de rester coincé dans votre fauteuil toute la journée quand vous êtes psy. Vous en avez marre d'entendre les gens vous raconter le malheur qu'ils vivent durant leur vie tout le temps, et qu'au bout d'un moment, ça peut être pesant, et je vais en rajouter, je veux dire que vous êtes des éponges émotionnelles quand vous êtes psy, et que c'est dur d'être psy, parce qu'on se sacrifie pour les autres, on fait des choses comme ça, et je commence à raconter une histoire. Et puis en plus, je valorise tous les psy, en disant petit sacrifice. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est un moment où vous vous sentez bien, juste un moment de plénitude, un moment superbe. Et là, si je devais, là maintenant, je pourrais bien fermer les yeux et respirer profondément, lentement. Sentez un petit peu le calme arriver chez vous. Et concentrez-vous un peu sur les idées qui viennent. Hop, merde, ça va trop vite. Donc c'est un instant hors du temps, vous pouvez vivre avec ça, en vous relaxant une fois. Et là, je vais vous dire que seuls les meilleurs peuvent profiter. Et je vous valorise encore plus en disant que vous êtes les meilleurs si vous savez profiter d'un instant, juste un instant, qui est assez rassérénant, un bon instant, un truc super. Et là, je vous dirais,
Dans cet instant, vous vous rendez compte qu'il y a une odeur de café. Une odeur de café qui monte et qui est superbe. Un café, bien sûr, qui est à la fois fort, robuste, doux, quelque chose qui vous apporte quelque chose. Et puis je vous dirais, et maintenant, grâce à ce café, vous êtes à votre place, tranquille, apaisé. Et je vous dirais, là, je ne vais pas mettre la DCC, j'aurais dû mettre, j'avais mis café rabat DCC, le café des psy. Voilà. Et là, d'un seul coup, j'ai créé tout ce que je viens de vous dire avant. J'ai créé un membre, j'ai mis un truc émotionnel, et puis je vous ai raconté une belle histoire. Et grâce à ça, le slogan pourrait s'incliner. Si on répétait plusieurs fois, que vous l'entendiez, que vous puissiez voir une pub là-dessus, un truc, le slogan commencerait à s'imprimer dans votre tête. Et l'air de rien, quand vous verriez quelque part, si vous êtes psy, bien entendu, quand vous seriez au magasin et qu'il y aurait une papier de café et qu'il y en aurait un, il y aurait marqué rabat DCC, vous le prendriez. Parce que c'est le café psy. C'est normal, avec ça je peux me sentir bien, parce qu'il y aurait des belles images qui viendraient, des images qu'on vous a mis en tête, et qu'on vous a juste mis en tête de cette façon-là. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, créer un problème, on ouvre un imaginaire, on déplace du produit vers une expérience émotionnelle positive, c'est quelque chose de très agréable. Le désir social, ancrage identitaire, seuls les meilleurs, on va avoir ça. Et puis on implémente le produit, une petite émotion, un slogan derrière, et puis le tour est joué, et je viens le plus grand revendeur de café. Mais juste pour les petits. On va faire comme ça. Donc, de manière générale, il y a, c'est tout ça, il y a quelques nuances et quelques niveaux clés, ça fonctionne comme la publicité, en fait. Et on voit ça, et quand on fait la psychothérapie, on s'en rend compte aussi, quand on fait la cognitive, ça va dépendre uniquement des domaines et des intentions. Parce que, bien entendu, la publicité essaie de vendre un produit, le psy essaie de soigner les gens. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais les phénomènes sont les mêmes derrière. Et on va y aller franco pour quelque chose. Est-ce que c'est de la manipulation? Oui, c'est de la manipulation. Donc en gros, comment peut-on manipuler quelqu'un pour qu'il ait une idée? Mais la seule différence qu'on est ici, c'est qu'on était bienveillant. Mais c'est de la manipulation quand même. Même si on le fait pour le bien des gens, c'est de la manipulation quand même. Même si on le fait avec le raccord, c'est de la manipulation quand même. Et je dis, quand on est ici, la seule chose avec laquelle on s'en sort, quand on se dit mais je manipule mes patients, c'est parce que derrière on fait de la dissonance et on se dit ouais, mais je suis quelqu'un de bien. Voilà, il suffit de se dire ça, tout va bien. Si vous êtes ici dans la salle, vous êtes quelqu'un de bien, puis ça suffira. De manière encore générale, les choses dont je viens de vous parler, c'est la mise en œuvre de ce qu'on va appeler un plan d'action. Donc en gros, c'est quand il se passe quelque chose, c'est-à-dire au moment où je m'arrête de travailler, par exemple dans la pub avant, mais peu importe, c'est quand. À un moment, il y a un plan d'action qui doit se mettre en route. Il faut déterminer le stimulus, c'est-à-dire les contingences d'apparition d'un comportement, quand est-ce qu'il va apparaître. Et poser ça avec les gens, leur dire quand. À ce moment-là, l'air de rien, on va leur dire, vous devez avoir une idée. Quand il se passe ça, alors vous devez penser ça. Et une fois qu'on leur a dit, vous devez penser ça, on va leur dire, vous devez avoir tel comportement. L'idée amène le comportement, elle motive le comportement. Donc on va avoir ça. Et ça, c'est un plan d'action. Mais, en gros, on va implémenter chez les gens, ce n'est pas juste l'idée, c'est l'ensemble. Et quand on implémente une idée chez quelqu'un, ce n'est pas juste une idée qui nous intéresse, c'est quand il passe telle chose, vous aurez telle idée qui va amener tel comportement. Et c'est l'ensemble qui va être intéressant, et on va pouvoir se dire, tiens, comment on fait? Et à chaque fois, c'est ici, s'il y a une situation, alors il y a une idée, et alors il y a un comportement. Alors, une définition de l'implémentation d'idée, c'est implémenter l'idée, c'est faire en sorte qu'un concept, une image mentale ou une croyance soit introduit dans le système cognitif d'une personne de façon à influencer ses pensées, ses émotions ou ses comportements, souvent sans qu'elle en ait pleinement conscience. Et ça, c'est une définition de AIHA 2025, c'est-à-dire auteur inconnu à l'heure actuelle. En fait, c'est la définition qu'on prend tout le temps, mais personne ne sait qui a donné cette définition en premier. Donc, il n'y a pas d'auteur pour cette définition, mais c'est la définition de l'implémentation d'idées, et comme ça, on la reste. Hop.
Et encore une fois, de manière générale en psychothérapie, mais je vais expliquer, implémenter l'idée, ça va avoir un système, un plan, et voilà, qui est nécessaire, et qui va être nécessaire pour le changement de la personne, c'est bien en psychothérapie, et réussir à passer de je sais ce que je dois faire à je le fais. Et ça, c'est le plan de manière générale, ce n'est pas encore complètement l'implémentation. Et c'est la mise en œuvre concrète de ce qui est discuté en thérapie plutôt que l'intellectualisation. En gros, quand on discute avec nos patients, on leur dit bah, ce serait bien de faire ça. Et ça va nous dire bah oui, ce serait bien de faire ça. Et l'air de rien, toute personne qui a peur, par exemple, des chiens, va nous dire ce serait bien que je m'approche d'un chien. Et on leur dit bah oui, ce serait bien. Comment on pourrait le faire? On pourrait le faire doucement. Bah oui, c'est logique, faites-le doucement. Et ça, c'est juste de la logique. Mais si on reste dans l'intellectualisation, la personne ne le fait pas. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est mettre dans la tête pour qu'elle passe à l'action et qu'elle se mette à le faire. Et essayer de lui donner les bonnes idées pour qu'elle arrive à le faire. Et puis parfois, c'est juste une idée, on voit bien ce qui se passe, mais ça, c'est autre chose. Alors, de manière générale, toujours en psychothérapie, là, ça ne parle de pas grand-chose du côté juste du plan. Le plan pour le changement de comportement. C'est, si je sens monter du stress, je m'assois dans un endroit tranquille et je respire profondément. Ça, c'est ce qu'on dirait. Et c'est ce qu'on va dire en intellectualisant à nos patients. Bah, quand vous êtes stressé, essayez de vous asseoir quelque part, de respirer, faites de la respiration, vous vous sentirez mieux. Ou alors, si je pense que je vais échouer, alors je vous dirai qu'ils ne tenteront à rien. Ça, c'est vrai aussi, c'est ce qu'on va dire à nos patients. Ça, c'est le plan. Quand je sens que je vais échouer, mais il faut que l'idée soit là. Et quand on rajoute l'idée, on passe à autre chose. On passe à cause de mon ou ma psy. Quand je vois ce stimulus, je ne peux pas m'empêcher de penser à telle chose. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça l'implémentation de l'idée. C'est quand je vois un stimulus, je ne peux pas m'empêcher. Donc en fait, c'est pas si je sens monter le stress alors que je m'assois dans un endroit tranquille, c'est maintenant, à chaque fois que je me sens stressé, je vois la tête de mon psy. Et je vois mon psy en train de me dire va t'asseoir dans un endroit tranquille. Et j'ai cette représentation. Et c'est celle-ci qui me fait aller m'asseoir dans un endroit tranquille. C'est pas juste le fait que j'intellectualise des choses, c'est le fait que j'ai cette représentation. C'est quand je sens des odeurs de cigarette, j'ai un goût de savon dans la bouche. Et c'est ça qui est important aussi. Et la différence, alors, pour ceux qui étaient avec moi auparavant, j'ai raconté cette histoire, mais en gros, dites-vous bien qu'on peut faire par exemple une chose. Si je prends cet exemple, c'est pas pour rien. C'est imaginer une patiente qui a arrêté de fumer et qui tous les matins, comme son mari se lève un petit peu plus tôt qu'elle, et part un peu plus tôt et que lui est toujours fumeur et qu'il n'a pas envie de ne pas fumer dans la maison, avant de partir, il allume une cigarette, il éteint sa cigarette, il s'en va. Et elle se réveille après. Et elle vient de dire, c'est trop fort pour moi, j'ai arrêté de fumer, mais je sens que je vais craquer. Parce que tous les matins, à chaque fois, quand je descends l'escalier pour aller dans la cuisine, je sens cette odeur de cigarette et je me dis, putain, qu'est-ce que ça sent bon. Waouh, j'ai envie de fumer une cigarette, je dois me retenir, c'est le moment le plus dur de la journée, je dois faire un truc comme ça. C'est une possibilité. On peut dire à la patiente, juste pour implémenter l'idée comme ça, on peut dire à la patiente, rentrez chez vous. Votre escalier, il y a quoi? 20 marches. Très bien. Vous allez prendre un bout de savon, puis le mettre dans votre main. Et puis vous allez fermer votre main et vous allez commencer à descendre l'escalier comme si c'était le matin. À la première marche, vous allez vous dire, ça sent le tabac. Putain, qu'est-ce que c'est bon. À la deuxième, oh putain, je vais craquer, c'est trop bon en fait. Ça sent... À la quatrième encore, à la cinquième, à la dixième, vous dites, je vais craquer, c'est pas possible, c'est tellement bon. Et à la dixième, vous mangez le bout de savon. Et quand la patiente le fait, elle mange le bout de savon. Après, elle a 10 marches où elle a le bout de savon, et on va lui dire, vous allez aller vous laver la bouche dans la cuisine pour enlever le bout de savon. Elle le fait une fois. Le lendemain, quand elle descend, elle se dit, c'est bon, c'est bon. Et quand elle arrive sur la marche où elle a mangé le savon, elle a le bout de savon dans la bouche. Et elle se dit, oh putain. Et là, vous lui mettez une idée. En même temps, vous lui dites, et vous pourrez vous dire, quand vous serez sur cette marche, le tabac, c'est comme le savon, ça sent bon, mais c'est pas bon. Et vous lui mettez un slogan en plus. Et elle va avoir cette idée qui va tourner pendant qu'elle descend l'escalier à chaque fois. Elle va se dire, bah oui, ça sent bon. Et c'est vrai, le tabac, ça sent bon. Mais c'est comme le savon, c'est pas bon. Et elle va avoir le goût du savon dans la bouche tout le temps. Et elle va s'habituer à ça, ce qui fait que son envie de fumer, elle va commencer à décroître à partir de la 11e marche. Et elle va avoir cette idée qui lui revient. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire, et c'est ça, en fait, l'implémentation.
c'est au moment où je suis à la 10e marche, quoi qu'il arrive, j'ai le goût du savon dans la marche. Et j'ai cette phrase, le tabac c'est comme le savon, ça c'est pour lui, c'est pas bon, qui me revient en tête. Et ça me fait sourire, parce que je me dis ma vie, etc. Alors, de manière générale aussi, quand on fait des DCC, du côté cognitif, la technique la plus importante, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. C'est faire en sorte qu'un patient avec une pensée dysfonctionnelle revienne et on arrive à lui changer sa pensée. Il y a plein d'étapes dans cette restructuration, enfin il y en a 4. Et la quatrième, la plus importante de la restructuration cognitive, c'est celle-ci. Il faut réussir à faire en sorte que les patients fassent ce qu'ils ont réfléchi avec le psy en cabinet et qu'ils aient de nouvelles idées en tête, mais réelles. En fait, ça va lever la résistance face à plein d'idées, à plein de comportements que le patient a depuis très longtemps. Il faut qu'il ait une résistance par rapport à ça. Ça va aussi concrétiser en fait, le plan d'implémentation ou l'implémentation d'intention. C'est, et puis on va se le faire rapide, pour un patient qui n'ose pas parler à des amis, je vais vous expliquer la différence entre le plan d'ailleurs et l'implémentation du développement. Le plan, ça pourrait être, donc le fait qu'il y a des amis, en restructuration cognitive, on peut juste dire à son patient, identifier la pensée, par exemple, je ne mérite pas de réussir parce que je ne fais jamais assez, qui entraîne du stress, qui entraîne chez nous de la procrastination, et qui fait que vous n'allez pas envoyer de message à vos amis le soir, parce que vous vous dites, je ne mérite pas mes amis. En fait. Je ne mérite pas mes amis parce que j'en fais pas assez, j'étais pas présent la dernière fois quand ils avaient besoin de moi, j'ai pas fait telle chose, etc. Donc, on va faire ça. Puis on va leur dire, critiquer un peu ces pensées. Est-ce que vous avez déjà réussi sans énormément travailler? Qu'est-ce que ça veut dire de mériter, etc. Et la personne va réfléchir sur, oui, mériter, c'est pas obligatoirement faire quelque chose. Des fois, on peut ne rien faire et avoir quand même quelque chose. Donc, il n'y a pas que le mérite. Et puis, qu'est-ce que c'est que les amis? Réfléchir à ça. Et je vais avoir tout un discours là-dessus qui va amener, en fait, à réussir à dire créer une alternative qui est la réussite n'est pas toujours corrélée à l'effort. Ok. Et puis là, derrière, on va commencer à discuter et on va dire à la personne, tous les matins, relisez par exemple le petit mot, la réussite n'est pas corrélée à l'effort, la réussite n'est pas corrélée à l'effort, lisez ça le matin, et puis, mais on ne va pas vraiment implémenter l'idée. Et on n'a pas encore ça. Alors que ce qu'on voulait au départ, vous l'avez dit, c'était que le patient, il envoie des SMS à ses amis, et qu'il ne se pose plus les questions sur le mérite, est-ce que je mérite mes amis ou pas. Et là, on peut, dans l'implémentation de la bombe, on valide le changement, en fait, on est encore en premier. Donc, ce serait bien d'appeler vos amis. Oui, ce serait bien, mais encore en premier. Et envisager une première action, c'est ce qu'on appelle la clé d'activation, vous pourriez commencer par leur envoyer un SMS. Ok, d'accord, on va détailler l'action. Ce soir, quand vous serez dans votre salon, alors, avant d'allumer la télé, vous envoyez un SMS qui est juste salut, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans votre salon, vous envoyez un SMS. Ok. Et on va souvent préparer un plan B qui est vous faites quoi si vous avez des doutes, vous faites quoi si ça ne fonctionne pas. Et on va renforcer l'engagement avec le psy. On est d'accord, ce soir vous faites ça. Oui, d'accord, ce soir vous faites ça. Tout ce qu'il y a, c'est que là, c'est un plan. En fait, on travaille le plan d'implémentation juste de l'intention. L'intention est là. Pour implémenter l'idée, on va faire autre chose. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Pour implémenter l'idée, hop, moi je suis désolé, je vais prendre mon téléphone, mais je vais arrêter. Alors normalement, il y avait tous les autres. Bon, je change. La dernière étape, on ne va pas lui dire ce soir vous faites. La dernière étape, on va dire au patient, il ressemble à quoi votre fauteuil? Un fauteuil, c'est un fauteuil de cuir. Il a quelle odeur? Il a une odeur de vieux cuir, mais il a aussi une autre odeur. Il a un petit peu l'odeur du chat, parce que le chat monte, par exemple. Ok, vous avez des coussins, ils sont comment? Quand vous les touchez, vous vous souvenez? Oui, quand il y a des coussins derrière, je vois exactement comment c'est. Et dans votre salon, c'est comment? Et là, je vois, il y a la télé qui est là, il y a tel truc qui est là, il y a tel machin. Et ils vont décrire leur salon. Et on leur dit fermez les yeux, vous êtes dans ce salon. Vous y êtes complètement. Et là, vous êtes ce soir dans le salon, la télécommande, elle est où? Elle est à côté. Vous pouvez la saisir dans votre main? Oui, je peux la saisir. Vous savez sur quelle touche appuyer instinctivement? Bien sûr, je connais ma télécommande. Donc je sais sur quelle touche appuyer, etc. Et dans votre esprit, faites comme si vous étiez en train de le faire. Et puis la personne va s'imaginer, elle va avoir les odeurs, elle va avoir les sensations. Et en lui apportant ces odeurs et les sensations, à un moment, on va lui dire, et là, vous commencez à appuyer sur la télécommande, et juste quand votre doigt touche le bon bouton,
vous vous dites, j'envoie d'abord le esquisse. Et c'est ça qui est important. C'est juste à ce moment-là, vous allez vous dire, j'envoie le SMS. Et on est passé de, vous le faites ce soir pour me faire plaisir, que dit le psy, et le patient dit oui, ah, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous allez y penser ce soir. Donc en fait, vous n'aurez pas le choix. Comme on a travaillé ça ensemble, et qu'on a travaillé la scène, on vous l'a fait imaginer, qu'on a mis derrière des sensations, qu'on a mis derrière une certaine émotion, qu'on a décrit tout le truc, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et vous l'aurez en vous et vous allez aller chercher ça. Et donc là, on a implémenté une idée de juste un bon d'intention. On va aller chercher. Alors il y a quelques outils que je vous donne en vrac, c'est facile, où on va utiliser ça. Des fois, c'est juste dans le discours. C'est par exemple l'appartenance à un groupe. Quand on est psy, il y a un des trucs pour implémenter des intentions qui est très simple, c'est de commencer une phrase par vous êtes comme. Vous êtes comme tous ces patients qui viennent le voir au début et qui se disent je ne vais pas réussir à m'en sortir, mais qui tout compte fait font tel exercice et se rendent compte que ça les aide. Et là, on vient de dire vous appartenez à un groupe. On vient de faire une comparaison sociale. Et tout le monde a envie d'appartenir à ce groupe. Tout le monde a envie d'appartenir, quand on est patient, au groupe des gens qui s'en sortent. Voilà. Donc, le fait d'appartenir à un groupe, ça amène une implémentation d'idées. Parce que je veux être comme eux. Donc, l'idée, je viens d'avoir et j'accepte l'idée qu'on vient de me donner. Au contraire, d'ailleurs, on peut le faire aussi avec la différence avec un groupe ou un modèle. Ne me dites pas que vous êtes comme. Ne me dites pas que vous êtes comme tous ces gens qui me disent ce soir le faire et qui en fait ne le font pas. Eh bien, vous venez de le dire, ne me le dites pas. Alors qu'est-ce que répond le patient? Ah non, je ne suis pas comme ça. Ben, j'espère bien que vous n'êtes pas comme ça. Parce qu'il faut le faire. Oui, je sais. Voilà. Et l'engagement est plus fort. Ne me dites pas que vous êtes comme. Et on a des petits trucs comme ça. Qui peuvent servir. Des répétitions avec des rimes. Bon, il y en a une, on a essayé, ça ne marchait pas trop. Mais je vais la refaire quand même. Parce que là, rien d'en parler, qui était avec moi dans les cours, je n'arrive pas à voir qui était avec moi. Voilà, vous vous souvenez de celle qui n'a pas marché? Oui. Ça marche maintenant? Oui. Voilà. En fait, j'aurais répété plusieurs fois que vous avez une tête de chat. Et je pouvais la voir avec une tête de chat. Là, ça marche. La voix avec une tête de chat. Ils y ont pensé en la voyant. Parce que je l'ai répété plein de fois. J'ai fait oui, il y a une tête de chat. Et ça peut paraître con, mais en faisant ça avec des patients. Et en leur disant à certains patients, quand ils vous disent oui, mais ça, je ne vais pas y arriver. Puis on leur dit comme le ukulélé, il faut quoi? Ben, vous n'allez pas y arriver comme le ukulélé. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, si vous n'allez pas y arriver comme le ukulélé. Et on les emmerde comme ça pendant une heure. Ou à chaque fois, on est en train de parler d'autre chose. Et dès qu'ils disent ouais, mais ça, ben, vous n'allez pas y arriver comme le ukulélé. Il faut mais pourquoi toujours le ukulélé? En même temps, vous leur envoyez une photo par SMS de ukulélé. Vous leur envoyez un autre message, vous n'allez pas y arriver comme, 3 petits points, comme interrogation, et ils répondent le ukulélé. Bon, il faut savoir écrire ukulélé. C'est son rainbow, mais c'est on peut jouer qu'un seul c'est dans la loi. Oh oui. Et donc, on va les embêter avec ça. Et bien, l'air de rien, à chaque fois que quelqu'un va leur dire après, dans la vie de tous les jours, non mais ça on ne va pas y arriver, ils vont penser comme le ukulélé. Ils ne vont pas pouvoir s'en empêcher. C'est comme vous, Blanche-Neige, et les 7 nains. Mougnard. Voilà, le tous maintenant. Tête de chat. Désolé. C'est tombé là. Les autres, je ne le mets pas. Donc, c'était du chiant. Mais de toute façon, c'est pas c'était tard, je suis passé à l'autorisation. Non, on va dire, je ne vous en veux pas. Ça arrivait. Mais maintenant, c'est tous les collègues qui, à chaque fois, vont penser ça quand on travaille le truc. Tout le reste de l'année et tout, à chaque fois, vous allez vous croiser, à chaque fois, vous allez voir une tête de chat. Maintenant, un chat, c'est mignon, c'est super. Moi, j'en ai des chats qui sont adorables. Mais voilà, vous allez avoir ça. Et l'air de rien, le patient, à force, à chaque fois quand il se retrouve quelque part, pas y arriver, il va penser comme le ukulélé. Et comme le ukulélé, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à vous en tant que psy.
Et ça fait référence à tout le boulot que vous avez fait avec le patient. Donc à chaque fois qu'il pense ukulélé, il pense à vous et il pense au travail que vous avez fait avec lui. Et même lui, s'il se dit à un moment, bon, ça je vais pas y arriver, comme le ukulélé, il se dit, putain, mon psy c'est vraiment un con, parce qu'il m'oblige à penser des trucs de ukulélé, et il va se dire, bon, je vais essayer quand même. Et hop, vous lui aurez mis une idée dans la tête. Et grâce à ça, vous aurez inventé quelque chose. Alors, on peut avoir des implémentations symboliques dans des objets, dans des lieux, dans n'importe quel truc. Et ça, on peut facilement faire avec un petit peu n'importe quoi pour réussir à implémenter quelque chose dans la tête. Est-ce que quelqu'un veut que je lui implémente une idée dans la tête? Pile là maintenant? Oui, vous voulez quoi comme idée? Vous voulez une idée? Voilà, très bien. Les extraterrestres existent. Juste penser de temps en temps que les extraterrestres existent. D'accord. Parce que vous n'avez pas de doute, ils n'existent pas. Mais d'après vous existent, ils n'existent pas. Vous avez le doute. Et vous ne pouvez pas douter. Vous voulez vous dire que les extraterrestres existent. Donc à chaque fois, quel argument vous pourriez donner pour dire que les extraterrestres existent? Avoir une image qui permet de vous dire que les extraterrestres existent. La Terre est petite. La Terre est petite, et en fait l'univers est tellement grand. Et avoir une image de cette immensité de l'univers, et vous essayez d'avoir cette image de l'immensité de l'univers, vous pouvez l'avoir rapidement, avec toutes les étoiles, les nébuleuses, les trucs comme ça, vous arrivez à avoir une image comme ça. Et vous êtes en avis, quelque part là, et il y a des possibilités, des tonnes, infinies, et les extraterrestres peuvent ressembler à n'importe quoi, on est d'accord. Et ils pourraient ressembler à la même chose, c'est un canard. Je vous donne ce canard. Vous posez quelque part chez vous, et à chaque fois que vous verrez, vous penserez à l'univers, et vous lui direz obligatoirement la vie. D'accord? Vous mettez chez vous quelque part. Alors pour les psys, c'est un truc, il faut toujours avoir des canards sur soi. Des canards, ça sert tout le temps. Il faut avoir des petits canards et des trucs comme ça. Et là, vous n'allez plus pouvoir vous empêcher de penser. Si vous mettez quelque part chez vous, à chaque fois que vous verrez ce canard, vous verrez l'univers, et vous vous direz, c'est pas possible. Voilà. Et donc on peut implémenter une idée comme ça dans un objet en fait. Tout simplement dans un objet. On peut implémenter une idée. Et on peut implémenter plein d'idées. Dans des objets, dans des lieux, dans des symboles. Dans des lieux où on peut dire, dans ce lieu, vous vous sentirez bien. Et la personne se sent bien parce que c'est le lieu qui rappelle le fait qu'il faut se sentir bien. On peut l'implémenter vraiment dans plein de choses. Et avec des idées, c'est pas difficile. Oui. Vous voulez un canard ou vous voulez j'ai plus de canard. Et si je peux, mais j'ai plus de canard. C'est mon dernier canard. J'essaie d'imaginer la chose. Dans le cadre de l'addiction, par exemple, quand on a en face de nous quelqu'un d'addict et qu'on essaie d'implémenter et il n'arrive pas à résoudre quelque chose, et comment on peut l'implémenter? Ça me paraît simple comme ça. Alors, ça dépend de la personne et ça dépend, en fait, ça dépend de pas mal de choses. La personne, elle va avoir des pensées permissives. Si elle est. Et ce qu'on va essayer d'implémenter, c'est une autre pensée qui vient casser la pensée permissive. Donc il faut savoir quelle pensée permissive je vais avoir et ce que je vais pouvoir implanter. Et ça peut être quelque chose de positif, comme des fois quelque chose de négatif. On ne va pas trop en parler. Mais ça peut être, par exemple, la personne qui va me raconter, je suis addict, quoi qu'il arrive, quand j'ai fini mon travail, je bois une bière. Et c'est la première de la soirée, après on en aura plein. Et je me dis, à chaque fois, non, tu ne dois pas la boire. Mais j'ai une pensée qui vient, une pensée permissive, anticipatrice, qui me dit, avec tout le boulot que tu as eu aujourd'hui, avec la vie qui est complètement pourrie, tu mérites une bière. Tu dois le faire. Voilà, parce que tu mérites une bière vu la journée que tu as passée. Et si on voit que cette personne a cette idée, à ce moment-là, on va essayer de lui inventer une autre idée. Pourquoi vous êtes venu pour aller les boire? Parce que je ne veux pas montrer une image à mes enfants de quelqu'un qui boit. Donc à chaque fois que je vais rentrer, quand je vais boire la première bière en fait, je vais aller dans le frigo, je vais sortir la bière, j'ai eu d'abord l'idée, avec la journée que tu as eu aujourd'hui, pas prendre la bière. Quand j'ai regardé la bière, je vais voir la tête de mes gosses. Et si je vois la tête de mes gosses, si j'ai le truc, je ne veux pas leur montrer, je suis allé voir un psy pour faire un effort, pour réussir à me soigner, et c'est tous mes enfants qui ont fait ça, bah peut-être que là ça peut aider. Parce que ça va pas se casser la pensée permissive.
Et qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est casser la pensée permissive chez les adultes. Et puis, j'allais dire, la plupart du temps, c'est même pas quand ils sont addicts, en fait, le plus difficile, c'est quand ils ont arrêté. C'est la pensée permissive qui leur permettrait de reprendre. Il faut casser. C'est pas là. Pour quelqu'un arrête de boire, en fait, je vais voir, c'est tout. On est dans un hôpital pendant une semaine, on lui donne les médocs qu'il faut, des vitamines, on l'hydrate, voilà, plein de médocs qui vont après découper un petit peu d'alcool, qui vont réduire son anxiété, qui vont faire des choses comme ça, mais c'est quand il revient chez lui, et que quand il est tout seul chez lui, qu'il ouvre son frigo, et là, ça marche encore mieux. Et ça marche encore plus. Parce qu'il n'aura pas le crâne, enfin, il aura le crâne, mais il n'aura pas, il sera déjà sevré au niveau physiologique. C'est au niveau psychologique qu'il aura le crâne, mais pas au niveau physio. Donc, même s'il ressent quelque chose, il n'aura pas obligatoirement besoin d'alcool pour calmer un tremblement, pour calmer quelque chose comme ça. Et là, on va pouvoir encore plus parce que c'est que des idées. Donc, c'est tout ça qu'on va faire avec les élèves. Maintenant, il n'y a pas que ça dans le travail. Il faut faire plein d'autres choses avec eux. On est d'accord, gérer les émotions, les problèmes, etc. Mais ça va aider. Donc, on aura aussi, mais je ne vais pas passer tout le temps, une question socratique, ça c'est juste pour rappel aux étudiants, n'oubliez pas, c'est bien aussi. Et on va mettre des fois des idées dans des indices de récupération. C'est pas compliqué, quelqu'un qui vous dit, quand il m'arrive quelque chose, je stresse et j'ai des idées qui viennent, qui sont, mais de toute façon tu vas pas y arriver, de toute façon tu vas perdre ton boulot, de toute façon il va y avoir quelque chose, et je stresse encore plus, et je me mets à ruminer. Ok, et quand il se passe quelque chose au boulot, ok, et qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, bah, j'ai fumé une cigarette, par exemple. Et bien sur le papier de cigarette, on va noter en gros, un petit papier, on va voir, si tu fumes cette cigarette parce que ton boulot, ton patron t'a fait un reproche, réfléchis bien à tout ce que tu as dit ici. Et hop, il y a lié. Et elle est marquée sur un indice de récupération. Et c'est tout sur un indice de récupération. Comme vous pouvez en avoir, et vous en utilisez peut-être plein, vous avez peut-être sur votre bureau une photo de vos enfants, de votre famille ou un truc comme ça, et de temps en temps, quand vous regardez la photo, vous dites ça vaut le coup quand même de bosser, c'est pour eux. Alors ça ne vaut pas le coup de bosser, tous d'accord. Bosser c'est nul. D'accord, bosser c'est nul, on a bien mal. On peut avoir ça. Et on va mettre des indices de récupération chez les gens. Alors, implémenter une idée par le discours, les 5 premiers pas, les suggestions indirectes. C'est pas en forçant une idée, en fait, qu'on va réussir à implémenter, c'est en faisant croire qu'elle est naturelle, elle est fluide chez une personne. Et plus on fait croire qu'elle est fluide, mieux c'est. On va pas dire, vous devriez penser que. On va dire, vous avez peut-être déjà pensé que. Et c'est complètement différent, parce que la personne peut lui dire, oui, c'est vrai. Voilà, et là, on va leur dire, oh, c'est pas si bête en fait. Et vous avez sans doute raison, et on l'a rendu fluide. Et on n'a pas dit que vous devez penser, on a dit que vous avez peut-être déjà pensé. Peut-être que cette idée vous est déjà venue. Et même si c'est jamais venu, la personne va dire, ah ben non, c'est jamais venu. Ah oui, ça m'étonne. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est pas si bête ce que vous dites. Et d'un seul coup, ça vient fluide. Et on dit, ah, vous devez. On dit peut-être. Peut-être qu'il s'est passé des choses. Vous avez sûrement utilisé déjà les. Hop, j'en ai, parce que c'était pas bon. La deuxième chose à faire, je vous en ai parlé un petit peu, c'est la visualisation. En fait, c'est le principe, c'est amener la personne à s'imaginer déjà en train de vivre quelque chose. Et déjà avec un peu d'émotion la plupart du temps, mais il y aura quelque chose de fait. Comme je vous l'avais dit, à quoi ressemble ce fauteuil où vous voudriez être tranquille? C'est quoi votre fauteuil? Comment il est? Et là, c'est, par exemple, je veux être tranquille le soir en rentrant. Mais à quoi ça ressemble? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, leur faire visualiser le plus possible. Et une fois qu'ils ont c'est une autre histoire, je vous la raconte. Pour un patient qui viendrait et qui dirait, bah, moi en fait, je m'énerve sur mes enfants, et puis j'ai un petit peu de colère, et c'est un truc, je voudrais changer ce comportement parce que tous les soirs, je rentre 5 minutes avant eux, je me colle dans le fauteuil en disant, je vais pouvoir être tranquille un petit moment. Et quand je suis dans le fauteuil, à un moment, j'entends la clé des enfants dans la porte. Et à ce moment-là, les enfants arrivent et ils foutent le bordel. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils jettent leur cartable, ils font tous les trucs, et ils commencent à et moi, je ne peux pas m'empêcher, je les regarde, c'est cartable, tu ne peux pas le ranger là-bas. Et puis les gosses ils font, bah oui, mais après, mais non, après il ne sera pas rangé. Donc,
Et puis je commence à m'énerver sur eux, et je fais tout un truc. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, je leur dis, mais vos manteaux, mais c'est pas sur la chaise, c'est sur le porte-manteau qu'il faut le mettre. Et ça m'énerve de plus en plus. Et à la fin, je leur gueule dessus. Et j'ai pas envie de gueuler sur les enfants. Donc on va avoir une discussion avec eux sur le fait de gueuler sur les enfants. Et nous, ils ont pas envie, parce que faire la guerre à ces gosses pour avoir la paix, c'est un petit peu con. Alors qu'ils pourraient, si on va un petit peu plus loin, avoir une bonne attitude qui est, comprendre que les gosses rentrent de l'école, et que comme ils rentrent de l'école, on peut leur laisser 10 minutes, eux aussi ils ont besoin de décompresser, ils vont jeter leur sac, ils vont mettre leur veste sur une chaise, un truc comme ça, prendre leur petit déjeuner, faire un petit peu de bruit, mais c'est des gosses. Et là on va parler à la personne, on va lui dire, mais vous vous souvenez quand même, pourquoi vous avez fait ces gosses? Alors certains vont répondre comme moi, parce qu'ils ont plus le choix. C'est vrai. Non, mais je choix avec les gosses, j'ai eu le choix. Ils sont pour là. Donc, j'adore les gosses, hein. Mais bon, sans eux, j'aurais été très bien. Beaucoup plus riche. Et beaucoup moins d'emmerdes dans la vie. Aujourd'hui, oui, beaucoup moins d'emmerdes et beaucoup plus riche. Ça, c'est certain. Donc, au cas où, mais ça, je l'ai bien dit aux étudiants, ne faites pas d'enfants. Si vous n'en avez pas, en fait, voilà, ça n'a aucune utilité, aucune saveur, ça ne sert à rien. C'est un truc, et vous vous dites, mais si plus tard ce sera bien de partager plein de trucs avec eux, d'avoir des grands repas. Non, vous allez vous emmerder à cuisiner, ils vont venir, ils vont vous raconter leur malheur, ils vont vous demander du fric et ils vont partir. C'est tout, ça ne sert à rien d'autre. Et puis à chaque fois, il y a papa, et moi, ça y est, je suis bien. Moi, parce que je suis bien. Donc, on arrive à dire à cette personne pourquoi vous avez des enfants. C'est parce que j'ai envie de partager quelque chose, envie de les éduquer. Est-ce que vous avez envie de les rendre malheureux? Nous, je pense qu'ils rendre malheureux. Donc, vous pouvez avoir tout ça, ouais, et là, on va l'écrire. Installez-vous dans votre fauteuil, rappelez-moi. Et quand la personne a complètement raconté, comme je disais tout à l'heure, le fauteuil est comme ça, ça est comme ça, imaginez-vous, et là, vous entendez la clé. Et d'habitude, cette clé, elle provoque tout de suite le putain bizarre. Et là, ça va être la guerre. Et là, vous me dites, quand vous entendez la clé, la première chose que vous allez voir, c'est vos gosses, quand ils étaient bébés, vous les aviez dans les bras. Une image agréable, un truc, vous savez pourquoi vous les avez fait. Voilà, et vous avez ça. Et vous allez avoir ça. Et vous allez vous dire tout ce qu'on s'est dit. On n'est pas obligé, on peut leur laisser un petit peu de temps, on n'est pas obligé de leur gueuler dessus tout de suite en leur disant range tes affaires, fais tel truc, fais tel machin. On n'est pas obligé de leur poser cette question de merde qu'on pose à tous nos gosses quand ils rentrent. Ça a été à l'école aujourd'hui, tu as eu des bonnes notes? Mais non, on peut leur dire ça va, tu t'es marré, juste ça. On n'est pas obligé de leur dire fais tes devoirs d'abord et puis tu feras. Non, on peut leur dire en 10 minutes. Et puis après, on verra comment ça se passe. Et là, le patient, on va lui faire imaginer le plus possible. Et à un moment, peut-être que ça va marcher, quand il sera dans son fauteuil, il va entendre la clé et les images vont venir. Et si les images lui viennent, il aura peut-être un autre comportement. En tout cas, il aura d'autres idées, il aura d'autres sensations, il va pouvoir le contrôler un petit peu plus. Donc, la visualisation est super importante. Après, l'ancrage émotionnel est important. Associer l'idée à quelque chose d'agréable. Parfois un événement, parfois une personne, parfois un lieu. Comme je le disais juste avant, à quoi on va associer le gosse et l'idée que les gosses arrivent à quand ils étaient petits, et puis d'un seul coup, on les a eu dans les bras, et puis on s'est senti bien, on s'est senti, je sais pas quoi, protecteur, on s'est senti un truc comme ça. Et c'est quelque chose d'agréable pour les gens. Donc on va leur dire, et souvenez-vous de ce moment-là. Souvenez-vous de ce que ça peut représenter l'agréable. Et les choses agréables, c'est pas uniquement les gosses qui tiennent dans le bras, mais ça peut être l'odeur du popcorn. Moi j'aime bien utiliser ça, parce que j'adore l'odeur du popcorn. Et de dire, à ce moment-là, vous sentirez l'odeur du popcorn. Mais on fait une association positive avec une sensation positive. Et ça amène plein de choses. Puis, on va dire, vous arrivez à retrouver cette sensation. Alors, voilà, puis maintenant, profitez un peu de l'odeur du popcorn, on dit aux gens, et la sensation de bien-être qui peut aller avec cette odeur. Et on va essayer de le rappliquer. Et après, on va utiliser des métaphores aussi, un petit peu de révélation de soi. On va parler de petites histoires à côté. Et on va pouvoir dire, ça c'est un truc de vieux psy, vous le souvenez. J'avais un patient, quand j'étais jeune psy, pour lequel j'avais beaucoup d'affection.
et on va raconter l'histoire du patient qui, comme par hasard, correspond à l'histoire du patient qu'on a en face de soi. Et ça va amener quelque chose. Et en fait, on donne une ambiance, on donne un truc comme ça. Et ça, c'est un truc, vous me faites penser, voilà, c'est une métaphore à l'élu dans le journal. Voilà, c'est l'élu, voilà. Avec un petit plan pratico-pratique pour avoir les bases. Donc, mettre le patient dans un état émotionnel cool. Lui demander d'évoquer des souvenirs, par exemple, des bonnes idées, voire en lui faisant de la relaxation. Le mettre en tout cas dans un état plutôt bien, puissant, en le faisant respirer un peu, faire un truc comme ça. Suggérer l'idée qu'on veut implanter. Ce serait bien de pouvoir se dire que, une fois qu'il est le patient isolé, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir se dire ça. Faire visualiser un moment, une action, quelque chose qui va permettre l'implémentation d'idées. Par exemple, ce serait bien d'être, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ce serait bien d'être dans votre fauteuil, de se sentir bien. Et même quand les enfants ouvrent la porte, à voir. Quand vous entendez la clé, plutôt une belle image qui vous dit ah oui, ce serait bien d'avoir ça. Et associer l'idée à un résultat comportemental. Donc, quand vos enfants entreront, vous n'allez pas le cette fois-ci. Vous allez juste leur demander ça a été, et vous allez laisser jouer pendant 10 minutes. Et 10 minutes après seulement, vous allez aller, et vous allez leur dire allez, monsieur. On range les cartables, on range les manteaux, on fait des trucs comme ça. Et puis on va se mettre au pouvoir dans quelques minutes. Et on va passer vous allez passer un bon moment, vous allez devoir faire un moment. Et faire visualiser derrière, qui est dire ici, vous faites ça, comment ça va se passer. En fait, ça passera beaucoup mieux. Et j'arrive à imaginer que ça se passera beaucoup mieux. Et donc amener ça. Et voilà, c'était simple dans le pas. Et alors, en gros, j'allais dire, ouais, c'est l'hypnose conversationnelle. Et c'est des techniques d'hypnose conversationnelle dont je vous parle et qui sont utilisées là. Comme par exemple, n'importe quel vendeur de bagnole sait dire, quand vous avez une bagnole, c'est la meilleure. Et il va commencer à vous raconter une histoire. Et ils sont formés à ça pour vous dire que c'est la bonne bagnole, c'est celle qui vous correspond. C'est celle qui va vous permettre de briller. Voilà. Et ils arrivent à vous le faire. Je veux dire, le nombre de fois où vous avez pensé quasiment tout le temps. Et oui, c'est l'hypnose conversationnelle. D'accord. Alors, sauf que ça peut aller du distrait, avec lancer quelque chose d'anodin. Quand on est avec des patients, ce matin, je parlais à un patient d'un truc sans réelle importance, mais qui m'a fait réfléchir. Et vous commencez quelque chose. Et puis, ça peut aller un petit peu plus loin, on va aller dans l'imagination, sans s'ennuyer. Vous savez, comme vous dirait qu'on est, etc. On va suggérer l'idée. Et après avoir suggéré l'idée, on va suggérer le comportement. Les types de comportements qui permettent de faire avancer, et puis on va revenir au manuel. Et en fait, la plupart du temps, quand on va commencer à faire une hypnose conversationnelle, on va faire ce qu'on appelle une rupture. Et on va savoir, d'un seul coup, quand le patient parle, on entre dans un moment où on veut lui implémenter l'idée, on a parlé, comme je vous parle depuis tout à l'heure, et puis d'un seul coup, on va changer un petit peu comme ça. Que ce soit en plus ou en plus grand, plus rapide, plus long, peu importe. Mais on va montrer qu'il est important, et on va parler d'émotions. Les émotions que vous pouvez ressentir. Des choses que vous pouvez avoir en vous. Et quand on va parler d'émotions, derrière on va rajouter une sensation qui pourrait être une bonne sensation. Comme le voit plutôt comme ça sent bon, comme le goût de glace. Le goût d'un parfum de glace. C'est le goût d'un parfum de glace. On va l'analyser comme ça. Et là, on va lui dire, écoutez, sentez le parfum de glace. Et dites-vous, c'est ça le plus important. C'est bien ça qui va mener au plus en vie. C'est pas le problème qui va mener. C'est fait pour que je sente bien. Et après, on reprend normalement. Et on a marqué le temps de l'implémentation. Et marquer le temps de l'implémentation est super important pour plein de choses. Et puis après, il y a des plans à mettre en œuvre. Donc, amener le patient à imaginer quelque chose, parler d'une sensation, suggérer une idée, comme je l'ai dit, suggérer que l'idée est déjà là chez le patient, chez la patiente, en disant vous savez ce que c'est, vous savez que c'est le plus important. Suggérer une visualisation, on a fait,
et si besoin, créer un ancrage en donnant un canard. Mais il faut avoir des petits canards. Voilà. Si on n'a pas de petits canards, on est un canard. Et changer de sujet discret. Alors, on va faire, je vais vous donner juste quelques tips. Donc, changer votre rythme en fait. Changer, on change les choses en changeant un petit peu de rythme, en montrant que les choses sont différentes. Il ne faut pas craindre à ce moment-là les silences, marquer les mots les plus importants. Et savoir faire, vous avez vu, ne pas être anxieux. Voilà, un second important, il est là. Réussir à faire. Ne pas forcer à réfléchir et même faire un truc, c'est pas bien de le dire comme ça, mais empêcher le patient de réfléchir. Moins le patient réfléchit, plus il accepte l'implémentation. Donc ne pas laisser la place à ce que moins il réfléchit, enfin plus il réfléchit, il va faire des critiques, donc ne pas laisser la place aux critiques que le patient pourra apporter, juste qu'il doit se sentir bien. Et s'entraîner à utiliser les phrases quasi publicitaires comme je les ai données avant et comme vous en avez là. Si vous saviez déjà ce que vous avez à faire, fermez les yeux quelques instants pour y penser plus facilement. Tout ça, c'est des petites phrases qui sont très utiles. Quelles petites sensations seraient les premiers signes d'un changement de bah, juste me sentir un petit peu mieux. Ok. Souvent, on me parle du goût de la liberté. C'est quoi le goût de la liberté? Et le patient commence à faire ah, mais d'accord, c'est pas mal compris. Discussion qui n'a aucun sens, mais qui va faire qu'on va réussir un petit peu mieux. Ressentez-vous parfois le besoin de vous sentir pleinement vivant, une petite phrase comme ça, vous existez avec les patients. Et une qui est très importante, mais je pense que tout ça, ça va déjà. Et ça, c'est trop bien. Je veux dire, n'importe quelle grande personne de l'éducation se termine par cette phrase, n'importe son truc. Et si j'y pense, je terminerai à la fin en vous disant, mais tout ça, vous le saviez déjà. Voilà. Comme ça, vous serez bon. Et quand vous pensez à ces idées, vous pourrez peut-être vous sentir plus calme, effectivement, de valeur apportée. Alors oui, c'est l'hypnose conversationnelle, on peut le faire beaucoup moins discret, et il y a des choses qui marchent, comme par exemple le bisou qui guérit. Il a l'air de rien, le bisou qui guérit, plus par contre, utilise quasiment. Viens, je vais te faire un bisou. Le seul truc, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi? Parce que, et par contre, il faut une chose, c'est le gosse se fait mal, c'est viens, je vais te faire un bisou qui guérit. Et ils sont en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et le gosse, il approche, il dit, je me suis fait mal là. Ils font, tiens, bisou qui guérit, va dire. Voilà. Et là, ça peut faire marcher. Par contre, le bisou qui guérit fonctionne super bien si on dit au gosse d'écrire sa douleur. Parce que le temps qu'il va mettre à écrire sa douleur, déjà, la douleur va commencer à passer, et deux, il va se concentrer sur quelque chose. Et on va lui demander, mais t'as mal comment? Ça pique, ça tire, ça fait quoi? Et on peut même aller plus loin, on peut lui dire, mais si ta douleur, elle devait avoir une couleur, ce serait quelle couleur? Bah, ce serait noir, ce serait bleu, ce serait rouge. Et le gosse va dire, bah, ça pique, et ça pique comme plein de petits points rouges. Mais on ne les voit pas là, d'accord? Et est-ce que tu arrives juste à imaginer les petits points rouges? Oui, j'arrive à les imaginer. Tu veux que je te fasse un bisou qui fait disparaître les points rouges? Ouais, vas-y. Et là, ça fonctionne. Mais il faut d'abord parler. Et il faut d'abord avoir un petit peu ça. Et là, le bisou qui guérit, il fonctionne d'abord tout le temps. Il y a le bisou qui donne envie. Allez, je vais vous en parler. J'ai mis des bisous partout, c'est exprès parce que j'ai des bisous qui viennent dedans. Le bisou qui donne envie, qui est aussi l'implémentation liée. Tous vous demandent, bon, tous ceux qui sont en couple, les autres, pas la peine. Et tous ceux qui sont en couple parmi vous, et qui aiment leur conjoint. Les autres, pas la peine. Bon, alors, les 2 ou 3 parmi vous qui sont en couple et qui aiment encore leur conjoint, donc déjà, les jeunes couples, hein, parce que d'un moment, bah, je sais que c'est juste l'habitude qu'on va pas s'emmerder. Changer, c'est chiant, moi je l'ai fait 2 fois, je peux dire, je ne veux pas être français. Mais voilà, ceux qui sont en couple et qui sont heureux en couple. Juste pour ceux-là, pour les autres, tant pis pour eux. Essayez d'imaginer quand même que ça va marcher. Vous voyez un petit peu le bisou qu'on peut faire, il y a des bisous qu'on fait différents. Et il y a les bisous, c'est des réflexes. Il y a des bisous, des fois on peut passer, on fait juste, voilà. On aurait fait le bisou, on n'aurait pas fait le bisou, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a des bisous qui sont un petit peu plus par réflexe, qui sont un petit peu plus, tiens, j'ai envie de montrer ma tendresse. Donc, je fais un bisou, des fois je touche un peu l'épaule ou un truc comme ça, puis je vais faire autre chose, mais passer plus de temps. Puis il y a des bisous qui des fois sont, je veux montrer ma tendresse, peut-être un peu plus, ma
certaine façon. Vous voyez le bisou là? Où on espère qu'en face, la personne va nous faire le bisou de la même façon. Parce que si on est à deux à se faire le bisou de la même façon, le bisou dure plus longtemps. Des fois, on met la langue. Ça dépend des pratiques. Et on termine au lit. Et là, c'est super. Et donc, essayez de bien imaginer pour d'autres, peut-être vous souvenir que ça existait. Mais bien vous imaginez les bisous qu'on fait à quelqu'un parce qu'on veut montrer plus de son affection et que quand on rend le bisou, oh, c'est quand même bien. Et vous l'avez en tête ce bisou? Vous voyez la sensation que ça vous fait? Les deux ou trois à qui je parle dans la salle, vous voyez la sensation que ça vous fait? Et bien la prochaine fois que vous aurez cette sensation, vous penserez à moi. Voilà. Et ça, c'est une implémentation d'idée. J'ai parlé pile d'un élan particulier, avec une émotion particulière, avec une sensation particulière. Et là, je vous ai mis un truc dans la tête, vous penserez à moi. Et il y en a parmi vous, je suis désolé, parmi les trois qui est concerné, et bien il y en a au moins un ou une qui, peut-être ce soir, peut-être demain, va dire putain, mais cool là que j'ai écouté hier, parce qu'il va voir ma tronche. Voilà, il va juste voir ma tronche au moment où, et ça va peut-être lui couper les effets. Mais ce ne sera pas pareil de faire des bisous. Si vous trouvez mon numéro de téléphone, vous allez voir m'envoyer un SMS en mettant salon. Vous avez le droit. C'est juste un peu. Donc, vous pouvez avoir ça. Alors, le bisou dans la main, je ne vous le fais pas, mais en fait, c'est la même chose, et je ne vais pas vous le refaire, mais c'est la même chose que le canard. C'est réussir à donner un objet. Voilà, c'est pas un bisou, c'est une pièce. J'allais le faire avec une pièce, mais comme je vois que le temps passe, et pour faire un peu, maintenant, vous m'arrêtez, sinon moi je parle. Donc, mais c'est à peu près ça, et c'est le fait de pouvoir dire, voilà, on va rajouter un objet. Et il y a la bisou du lutin. C'est un exercice aussi qu'on va faire. Et on va faire. On le fait ensemble? Voilà. Non? C'est moi. Il y a une idée des fois qu'il faudrait. Une idée? On peut la donner à tout ou pas? Ouais, c'est quoi? Arrive en retard? D'accord. Et ça travaille? Arrive en retard. Ok. Ça, c'est une idée qui peut la travailler. Et là, juste, on va faire un truc qu'on appelle de la diffusion un petit peu au-dessus. On va faire un truc, puis on va. On va lui faire décrire le lutin, un machin, puis à un moment, on va dire c'est du lutin. Tu es en retard, tu vas être en retard, dépêche-toi, tu vas être en retard, c'est nul d'être en retard, c'est complètement non, tu vas être en retard. C'est le lutin, et il dit ça, à chaque fois d'être en retard, il y a le lutin qui vous emmerde, qui est là, tu vas être en retard, t'es nul ici en retard, t'es nul ici en retard. Le dit pas lutin. Je vais arriver à temps. Non, tu vas être en retard, c'est nul ici en retard. Le dit pas lutin, il faut qu'il se taise. T'es nul, tu vas arriver en retard, t'es nul. T'es nul. Je vais y arriver. Non, tu es nul, à chaque fois tu te plantes, t'arrives toujours en retard. Non, je vais le faire. Mais non, tu vas pas y arriver, tu vas pouvoir Si, je vais le faire. Faut vraiment que
répondre à vos idées. Et c'est un truc qu'on n'a pas besoin patient de répondre à ces idées. Si je la visualise comme un bouton, bah, je peux le faire. En fait, je peux me mettre à parler à mon idée. Juste parce que j'arrive à la visualiser, parce que je lui ai donné un corps, je lui ai donné quelque chose. C'est des choses, donner un corps et donner quelque chose, c'est des choses qui pourraient être super importantes. On utilise, alors là, au niveau encore au-dessus, on utilise exactement la même technique et la même chose, par exemple pour les schizophrènes qui entendent les voix. Bah, plutôt que de se laisser guider par la voix, on va concrétiser la voix. À quoi ressemble le personnage qui parle? Qu'est-ce qu'il est exactement? Comment il est? Où il est assis? Quelle forme il a? Et on leur fait parler de tout ça. Et à un moment, on leur dit, et comment on peut lui répondre? Maintenant qu'on sait qui c'est, comment on peut lui répondre? Et on utilise ça. Et ça aide énormément les entendeurs de voix, parce que, l'air de rien, ils entendent toujours la voix. On ne va pas faire en sorte qu'ils n'entendent pas. Mais maintenant, ils lui répondent. Alors qu'avant, sans l'avoir concrétisé, ben, c'est juste guidé par la voix. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec des futurs, par exemple, c'est faire quelque chose comme ça. Le fait de, si je concrétise certaines pensées, j'arrive à les regarder, j'arrive à discuter avec ma pensée. J'arrive à en faire quelque chose. Alors, avec un petit peu de relaxation, on relaxe la personne, on lui fait visualiser la problématique, on lui met un plan et on va visualiser les conséquences recherchées. Grâce à ça, grâce à ce que vous allez avoir, ce sera un comportement différent et derrière, les conséquences ne seront pas les mêmes. Et on va associer les idées avec une sensation en disant bah, vous allez vous sentir bien et on va essayer d'entrer ça dans un petit canard, dans quelque chose, en disant grâce à ça. Voilà, si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a quelque chose, si votre idée vous dérange, s'il y a un peu, sortez votre petit canard. Et quand vous tirez votre petit canard, toute la sensation va revenir. Et on va avoir des trucs comme ça. Et, quasiment pour ça, on peut aller encore plus loin dans tout ça. C'est, je me trouve un peu comme ça, donc c'est juste là, hop, je reviens en arrière. On peut aussi faire exactement la même chose et implémenter, c'est le niveau d'implémentation encore plus grand, c'est avec directement du pause. Et en hypnotisant les gens et en faisant une induction rapide, la plupart du temps, en leur disant à tel moment, quand vous entendrez tel mot, vous aurez tel mot, et vous allez faire avoir tel comportement, vous allez avoir telle émotion. Et on peut le faire encore plus vite. Quand on a hypnotisé les gens, je ne vais pas hypnotiser quelqu'un, mais demander aux étudiants pour lui, il nous fait dériver un peu du cours et pour hypnotiser. Mais on peut le faire en 3 minutes et amener la personne. Et ça, c'est le niveau encore au-dessus d'implémenter. On n'a pas besoin obligatoirement d'hypnose, mais c'est d'implémenter avec l'hypnose. Donc c'est un niveau de suggestion encore plus élevé. Et j'avais oublié de vous dire, n'oubliez pas que le niveau de suggestion le plus bas qui existe, c'est tout simplement de dire à quelqu'un, par exemple, c'est pas le bon moment pour le faire, mais tu ne trouves pas qu'il fait froid. Et la personne se lève et va fermer la fenêtre. Vous avez juste dit, je ne trouve pas qu'il fait froid, et vous lui avez imposé un comportement. Elle va dire, parce qu'elle en a pris conscience, parce qu'elle va avoir la sensation du froid, elle va rien dire, même des fois, elle va juste lever, elle va dire, bah, c'est vrai qu'il fait froid en fait. Et elle va se sentir obligée d'aller fermer la fenêtre. Juste en disant, je ne trouve pas qu'il fait froid. Ou quand on dit à quelqu'un, attention, et que la personne, je vais te chercher un verre. J'ai juste demandé à la personne si elle avait soif ou pas. Et elle va me chercher à moi un verre. Génial. Et donc, on a ça. Et plus haut, là, c'est ce qu'on va faire directement une pause. Et on peut avoir une suggestion encore plus forte pour implémenter des idées encore plus faciles. Et donc, voilà. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Merci beaucoup. Je crois que vous avez gâché mon travail des années parce que j'ai essayé d'implémenter quand même une idée. Monia, c'est Mensch. Donc c'était ma phrase fétiche. Et à chaque fois que les étudiants se rappellent de moi, se rappellent de cette phrase qui est Mensch, ça veut dire c'est pas grave. Je le dis toujours. Et maintenant, on paye perdu. C'est pas grave, parce que ça peut être un chat. Ça peut être un chat qui dit c'est pas grave. Et c'est très bien. Si le chat dit c'est pas grave, c'est génial. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je crois que